Aujourd'hui, place à la vision macro de Philippe Crevel. Philippe, tu as la parole. Merci David, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est vrai que les pyramides des âges illustrent parfaitement la situation démographique. Moi je vais relier ça avec la situation de l'emploi, avec l'évolution également des emplois donc en France dans les prochaines années. Et on va voir un peu quels sont les blocages qu'ils peuvent avoir, les problèmes à la fois d'ailleurs de financement de la protection sociale et même de croissance. Car il ne faut pas oublier que l'économie, c'est avant tout la gestion des raretés. C'est l'alchimie des raretés. Et donc, depuis qu'on essaie de faire de l'économie, il faut gérer du facteur rare. Alors, on était habitué à gérer du facteur rare comme les matières premières, l'énergie. Ces temps-ci, d'ailleurs, encore plus qu'auparavant. Évidemment, depuis la guerre en Ukraine, on sait ce que c'est la rareté de l'énergie. Mais également, la rareté des capitaux, la rareté même de biens collectifs. Pendant très longtemps, d'ailleurs, la notion de bien collectif, on avait l'impression que c'était des biens infinis. L'eau, l'air. Avec le réchauffement climatique, on se rend compte que des biens dits collectifs sont des biens rares. Et le problème de la main-d'œuvre, c'est qu'on redécouvre que la main-d'œuvre est un facteur rare. Depuis 30, 40 ans, on était habitué à l'idée que le chômage de masse était une fatalité. Et on découvre, après la crise sanitaire, avec ces derniers mois, que en fait la main-d'œuvre est un facteur extrêmement rare, très précieuse. Et donc, ce n'est pas une nouveauté, car de tout temps, ce sont les bras, ce sont les cerveaux qui font la croissance. Les pays qui connaissent les plus forts taux de croissance ont toujours été ceux qui connaissaient une croissance, une augmentation de leur population active. Si la Chine a connu son emballement ces 40 dernières années, c'est certainement lié à l'ouverture sur le monde, mais c'était aussi lié au fait qu'il y avait énormément de jeunes qui rentraient sur le marché du travail. C'est pareil en Europe. Au moment des 30 Glorieuses, il y avait un lien fort entre croissance démographique et croissance économique. Donc là, évidemment, on rentre dans une nouvelle période, une nouvelle ère, et il va falloir s'adapter, il va falloir trouver des solutions pour justement éviter un déclin qui serait à la fois démographique et à la fois économique. Il y a évidemment la possibilité d'avoir des gains de productivité, d'avoir le progrès technique qui permettront d'échapper à cette fatalité. C'est certain que si on regarde la presse ces derniers jours, c'est assez fabuleux. Il n'y a pas aujourd'hui un seul média qui va indiquer, au-delà des problèmes de pouvoir d'achat qui constituent le cœur aujourd'hui de l'actualité, mais si on regarde juste à côté la problématique du pouvoir d'achat, ce sont des articles indiquant qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, évidemment, dans l'hébergement, la restauration, l'hôtellerie, extrêmement important, entraînant des fermetures d'établissements ou la réduction du service. C'est également des problèmes de recrutement dans le secteur du bâtiment. Plus de 80% des chefs d'entreprise dans le bâtiment indiquent qu'ils ont des problèmes de recrutement. C'est également le problème dans le secteur de la santé, dans le problème dans l'éducation. On n'arrive pas à trouver de professeurs pour donc remplir les classes. C'est également le problème dans l'industrie. Il manque des techniciens, des ingénieurs, en particulier dans les systèmes d'informatique, de robotisation. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des métiers sont confrontés à un problème de pénurie, ce qui n'était pas imaginable il y a encore 10 ou 20 ans, mais pour la raison qu'a expliqué évidemment David. On est dans une situation tout à fait, c'est vrai, nouvelle sur un point de vue démographique. On a connu le baby-boom il y a donc plus de 70 ans, qui a perduré jusqu'au début des années 70. Ça faisait qu'en France, globalement, la population active augmentait assez rapidement, parce qu'on avait eu des cohortes de 800 000 à 900 000 personnes qui sont nées durant donc ce baby-boom, auquel s'ajoutait l'augmentation
donc de la population immigrée, la France accueillait entre 200 000 à 300 000 immigrés chaque année. Aujourd'hui, les statistiques indiquent que la population immigrée officielle augmente à peu près de 70 000 par an. Donc il y a une double évolution démographique avec le solde naturel et deuxièmement également moins d'immigration par choix collectif au sein de la société, et puis parce qu'on a connu cette période de chômage de masse qui faisait qu'il y avait également une pression en disant on ne veut plus augmenter notre population immigrée. L'autre phénomène qu'on a connu ces 40 dernières années, qui était la mondialisation. La mondialisation, on le voit, c'est les échanges, c'est l'éclatement des chaînes de valeur. Mais c'est également autre chose. C'est le fait qu'on a inséré dans l'économie mondiale plus de 2 milliards d'actifs qui avant étaient en dehors de l'économie mondiale. La Chine a été intégrée dans le circuit économique. Et donc la population active chinoise est devenue, évidemment, compléter la population active donc européenne, française, l'ensemble des pays émergents. C'est également, avant il y avait le rideau de fer, on est en train de le rétablir un petit peu, mais on a également intégré la population active des pays d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, la Chine connaît des problèmes identiques aux nôtres, de vieillissement. Leur population active stagne. Le seul grand espace aujourd'hui de croissance démographique, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est donc 1 milliard, 3 milliards 4 d'habitants, ils vont passer au milieu du siècle à 2 milliards et à plus de 3,5 milliards d'ici la fin du siècle. C'est le dernier réservoir de population active, qui ne sont pas encore complètement intégrés dans les circuits économiques classiques du fait d'un sous-développement. Donc, mais aujourd'hui, évidemment, c'est une question clé au niveau de l'économie mondiale. Comment on gère cette croissance démographique en Afrique? Comment, évidemment, ça va se gérer par rapport donc à notre croissance économique et de population? Tiens donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire ceux-là? Oui, alors ils viennent en concert, hein, donc vous pouvez prendre des places, il en reste peu. Hein, mais c'est un symbole, les Stones, donc qui était le symbole des générations justement du baby-boom, qui sont toujours en activité à 80 ans, qui font leur tournée certainement d'adieu, hein, parce que ça fait 60 ans de carrière, mais c'est le symbole. C'est qu'ils prennent justement, certainement, leur retraite. Je ne le souhaite pas, j'en suis à 34 concerts. Mais c'est le symbole d'une fin d'époque en tant que telle, hein, et de passage à une nouvelle ère, hein, le fait qu'on n'aura plus les Stones à aller voir l'été, donc à Longchamp ou à Lyon. Donc le vieillissement, j'en ai parlé, c'est un phénomène mondial. Il y avait, en 1950, 200 millions de personnes de plus de 65 ans à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il y en a à peu près 1 milliard. Et il y en aura, à la fin du siècle, plus de 2,5 milliards. Ce phénomène mondial est évidemment un phénomène sans précédent. En 2100, il y aura à peu près 11 milliards d'habitants, hein, et aujourd'hui on est 7,5 milliards. Mais donc c'est une croissance extrêmement forte d'une population âgée à l'échelle mondiale, donc une diminution du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités à l'échelle mondiale, donc ça a des incidences évidemment économiques. Si je reviens un petit peu à la population française, la population française est la population active. On a connu une croissance de la population active constante des années 50 jusqu'aux années actuelles. On est passé d'une vingtaine de millions à 29 millions au niveau de la population active. Il y a des années où les gouvernements auraient aimé qu'il n'y ait pas d'augmentation de la population active. Elle augmentait dans les années 80 de 200 000 par an. Et c'était d'ailleurs une des explications un peu faciles pour dire il y a du chômage en France, c'est parce que la population active augmente de 200 000. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. Aujourd'hui, la population active augmente d'environ 70 000. Elle devrait, selon une dernière étude de l'INSEE qui est parue la semaine dernière, se stabiliser en 2040. Cette analyse est un petit peu biaisée, parce qu'il y a des hypothèses derrière.
c'est à la fois un taux de fécondité de 1,8, ça, c'est à peu près, on va dire, normé, certifié, enfin 0,2 près. Après, ils ont fait une hypothèse de travail immigré de 70 000. C'est la moyenne de ces dernières années. Après, ils ont fait surtout une hypothèse de taux d'activité. Le fait que, pour que la population active continue à augmenter de 70 000 à l'heure actuelle, puis on va passer à entre 20 et 30 000 dans les prochaines années, ce qui n'est pas beaucoup, hein, par rapport à 200 000. Mais pour que ça continue à augmenter, même faiblement jusqu'en 2040, il faut que le taux d'activité progresse en France de plusieurs points. On a un taux d'activité relativement faible, plus faible que nos partenaires, du fait d'un taux d'emploi des seniors donc qui est inférieur, et d'un taux d'emploi des jeunes également. Donc l'INSEE dit ça va s'améliorer, on va augmenter ces deux taux d'emploi de plusieurs points, et donc ça va nous faire augmenter la population active. A contrario, si on n'y arrive pas, la population active pourrait diminuer bien avant 2040. À partir de 2040, elle diminue de 70 000 jusqu'en 2050, et après, donc, elle va se stabiliser à peu près en fonction des hypothèses, mais donc on est sur un système de, au mieux, une stabilisation de la population active en France dans les prochaines années, avec, à contrario, une très forte augmentation de la population retraitée. C'est ce qu'a montré David dans ses courbes, dans ses pyramides. Population retraitée, aujourd'hui il y a 17 millions de retraités en France, il y en aura 23 millions d'ici 2040. Il faut savoir qu'il y avait en 1981 à peu près 5 millions de retraités. C'est un changement évidemment extrêmement fort au niveau du rapport cotisant-retraité. C'est qu'il y a une augmentation fabuleuse du nombre de retraités liée à l'espérance de vie et liée au baby-boom. Et de l'autre côté, il y a une stabilisation de la population active. Comme l'a indiqué David, on a été tous surpris par ce qui s'est passé dans ces derniers mois. En 2020, au moment du premier confinement, c'était l'idée qu'il y allait avoir une vague de chômage extrêmement forte dès qu'on allait sortir de la crise sanitaire. Et étonnamment, le taux de chômage a baissé et a retrouvé quasiment partout son taux d'avant-crise sanitaire. La France faisant même mieux que la période donc antérieure. On est aujourd'hui à 7,2, 7,3% de chômage quand on était à plus de 8% donc en 2019. L'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, Malte, les Pays-Bas sont en plein emploi et ont retrouvé le niveau qu'ils avaient avant la crise sanitaire. Donc c'est vrai que ça a été une surprise. À la fois, vu les milliers de milliards qui ont été déversés pendant la crise sanitaire, c'est du keynésianisme classique, on a augmenté la demande, d'ailleurs fortement, ce qui a contribué à la première vague d'inflation, la deuxième étant celle liée à la guerre en Ukraine. Donc il était assez logique que l'activité reprenne et qu'on connaisse des taux de croissance élevés. En plus, il n'y avait pas eu de perte de pouvoir d'achat pendant la crise sanitaire, les entreprises avaient des réserves de trésorerie importantes, donc il n'y avait pas lieu à ce qu'il y ait un problème de sortie. Sauf qu'en fait, les dirigeants, puis l'ensemble des acteurs, ont considéré que ce choc lié à la crise sanitaire devait être traité comme une crise traditionnelle. Et donc, il fallait faire des plans de relance. Et peut-être que dans le futur, on se dira, mais quelle idée, quelle mouche les a piqués, de mettre des milliers de milliards sur la table quand, en fait, il n'y avait pas eu de destruction économique, quand il n'y avait pas eu de blocage financier. Donc, il y a eu une peur, évidemment, qui était liée à la crise de 2008. Les stigmates de la crise de 2008 étaient tels, la crainte d'avoir encore 10 ans de stagnation, de baisse du pouvoir d'achat, a certainement entraîné cette réaction qui peut être aujourd'hui considérée comme exagérée au regard de la situation économique. Mais en 2020, personne n'imaginait évidemment l'évolution économique. En France, on se retrouve aujourd'hui avec plus d'emplois qu'avant la crise sanitaire. D'ici la fin de l'année, il y aura
1 million d'emplois de plus en France qu'avant la crise sanitaire. Là, pareil, personne n'avait imaginé ce scénario. Avec d'ailleurs un PIB qui est relativement stable. On a tout juste compensé la perte de 2020, la récession de moins 8%, etc. Donc on a 1 million d'emplois en plus avec une production qui reste identique. Ça interpelle. Ça veut dire que la productivité du travail baisse. Parce que si vous avez plus d'emplois et que vous produisez la même chose, par définition, vous êtes moins productif. Alors pourquoi les entreprises embauchent pour des emplois dits moins productifs? Premièrement, elles le peuvent au niveau de leur santé financière. Donc il y a une rentabilité néanmoins à créer des emplois malgré une productivité en baisse. D'autre part, il y a le fait que comme il y avait une demande en forte hausse, il fallait répondre à cette demande et qu'on pouvait accepter une certaine dégradation de la productivité. Et puis peut-être parce qu'il y a un rapport à l'emploi qui a changé. Parce que justement, on ne trouve pas le serveur qui fera à la fois le matin, le soir, le midi, on est forcé d'en prendre deux. Pareil pour de l'aide à domicile, et qu'on est forcé d'avoir un nombre supérieur d'emplois pour réaliser les mêmes services, parce que le rapport au travail, en lien avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, et sur des tendances peut-être un peu plus longues en termes de comportement, fait qu'aujourd'hui, on est forcé évidemment d'avoir plus d'emplois pour réaliser le même service. D'où l'explication de cette augmentation forte de l'emploi en France qui a surpris, et malgré le fait qu'au premier trimestre, on ait eu une légère décrue du PIB de 0,2%, on a continué à créer des emplois. Et l'INSEE considère que cette année, malgré un contexte économique extrêmement difficile, malgré des taux de marge qui sont en baisse pour les entreprises en raison de l'augmentation des intrants, du prix des intrants, il y aura des créations d'emplois. Donc on voit qu'on a un contexte qui est un peu différent par rapport à ce qu'on connaissait. D'où évidemment une baisse relativement rapide du chômage en France. On est aux alentours de 7,2-7,3%. On n'est pas au niveau de l'Allemagne, qui est à 3%. On n'est pas au niveau des Pays-Bas. Mais pour la France, c'est un taux de chômage qu'on n'avait pas connu depuis plus d'une vingtaine, trentaine d'années, même à 7,2%. Vous voyez, il faut remonter à très longtemps, dans les années quasiment 80, pour retrouver un taux de chômage identique. Donc l'emploi devient aujourd'hui quelque chose rare pour l'ensemble des acteurs, parce qu'il y a une compétition avec une population active qui stagne et avec une demande une demande de travail importante. Alors la France, comme je l'ai dit, est pénalisée par rapport aux autres pays par un taux d'activité ou un taux d'emploi. Alors, le taux d'activité, c'est donc l'ensemble des personnes qui sont sur le marché de l'emploi. Le taux d'emploi, ce sont ceux qui ont réellement un emploi. Et on voit que la France est plutôt en retrait, avec un taux qui se situe aux alentours de 67%. L'Allemagne est à 76%, donc le Japon à 78%, ou donc les États-Unis autour de 70%. Donc ça, c'est traditionnel en France. On a toujours eu un taux d'emploi faible par rapport à nos voisins. C'est lié, comme je l'ai dit, au problème de l'emploi des seniors, au problème des jeunes, relativement important en France. Et donc, qui fait qu'on est évidemment handicapé, c'est qu'on a une population active par rapport à l'ensemble, une population active occupée par rapport à l'ensemble de nos populations qui est relativement faible. Et donc, on voit que sur les taux d'activité, on est aujourd'hui donc avec des évolutions, une légère augmentation du taux d'activité des plus de 55 ans qui est liée à la réforme des retraites, qui a augmenté le taux d'activité donc des plus de 55 ans. On est passé de 38% à plus de 50%. Donc c'est un des débats. Est-ce qu'il faut aller au-delà de 62 ans? C'est évidemment en lien avec cette idée d'avoir plus d'actifs. Et on voit évidemment que à la fois la population est plutôt favorable au maintien à 62 ans. D'autres disent mais il faut absolument augmenter si on veut avoir des emplois supplémentaires. Après, on voit que sur le taux d'activité des 15-24 ans, la France donc avait connu une forte chute dans les années 70-80. On a stabilisé la situation. Il y a une légère amélioration du taux d'emploi donc des 15-24 ans, qui est liée également au développement de l'apprentissage, l'alternance.
qui aujourd'hui, il y a près de 800 000 jeunes qui sont en alternance, ce qui est un phénomène nouveau. On était descendu aux alentours de 200 000 pendant très longtemps, et avec la loi de 2018, il y a une forte augmentation, avec parfois quelques travers. C'est que c'était une loi qui était faite plutôt pour favoriser ceux qui étaient en échec scolaire, et aujourd'hui, c'est une loi qui favorise ceux qui, en fait, sont en enseignement supérieur et qui n'auraient pas eu besoin de l'apprentissage ou de l'alternance pour rentrer sur le marché du travail, mais du fait des aides importantes. Donc, il y a un effet d'aubaine. Et donc, aujourd'hui, évidemment, ça peut poser problème. Et la Cour des comptes a signalé, évidemment, que le coût financier pour l'État était très élevé, avec parfois une dérive par rapport à l'objectif initial. Mais il faut quand même reconnaître que le développement de l'apprentissage et de l'alternance, qui avait été donc un souhait maintes fois répété, il y a eu un décollage réel ces 7 dernières années. Néanmoins, on a quand même toujours un niveau d'enfants, de jeunes déscolarisés sans emploi, abréviation NET N2ET en anglais, qui est élevé, avec l'Italie qui est au-dessus de nous malheureusement pour eux, mais la France, c'est vrai, par rapport à des pays comme l'Allemagne, a un taux d'exclusion des jeunes important, et là il y a un réel travail si on veut avoir évidemment une population active, occupée, en augmentation dans les prochaines années. Si on revient justement sur les emplois vacants et sur donc la situation des différents secteurs économiques, on voit qu'aujourd'hui, selon donc la DARES, il y a à peu près 350 000 emplois vacants en France. C'est un indicateur, parce que globalement, il y a, au niveau du recensement, c'est donc une évaluation qui donne pas forcément lieu. Enfin, certaines entreprises vont pas indiquer réellement parce que elles tentent d'avoir un salarié, elles n'y arrivent pas, et donc il n'y a pas forcément un enregistrement parfait. Mais cet indicateur montre une croissance réelle des emplois vacants en France ces derniers trimestres. On est au niveau européen dans la moyenne, des pays évidemment qui sont en plein emploi comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas ou la République tchèque sont évidemment sur des taux d'emploi vacants beaucoup plus élevés que nous, avec également des situations démographiques encore plus compliquées que les nôtres. L'Allemagne, avec un taux de fécondité qui se situe entre 1,3, 1,4, ou l'Italie, mais l'Italie a d'autres problèmes d'emploi, donc c'est pas, on va pas la mettre dedans, mais l'Allemagne ou la République tchèque ou les Pays-Bas ont des problèmes démographiques et ont des problèmes évidemment de population active marqués du fait de cette conjonction économique et démographique. L'autre question qui se pose après cette crise sanitaire, c'est le rapport au travail. Il y a eu pas mal d'articles sur la grande démission aux États-Unis, avec un phénomène assez important, c'est qu'aux États-Unis, la population donc active a diminué de plusieurs millions, 2 à 3 millions, après la crise sanitaire. Les Américains ne sont pas revenus travailler. Ils ont fait les confinements et ils sont restés chez eux, presque. Et donc, avec, d'autre part, une envolée des démissions. Aux États-Unis, c'était par mois, on était sur 2 millions à 3 millions de démissions de personnes qui partaient, qui voulaient changer de vie, qui voulaient s'arrêter de travailler. C'est un phénomène américain qui pouvait s'expliquer par le fait que l'État américain avait donné des aides importantes. Donc certains se sont dit on peut vivre sur les aides pendant un certain temps. Il y avait également le fait que certains avaient gagné beaucoup d'argent sur les crypto-actifs. Il faut savoir que 20% des Américains jouent sur les marchés crypto-actifs. Maintenant, c'est pas tellement porteur, mais à un moment donné, ça l'a été. Et donc, avec les économies, aux États-Unis, il y a le goût du jeu, il y a le goût des marchés. Et donc, certains se sont dit on se met en retrait du marché du travail. Puis d'autres ont décidé de partir des grandes villes, des grandes agglomérations pour s'installer à la campagne, dans le Nevada ou donc en Floride, qui a accueilli pas mal d'habitants. Et pendant cette période de transhumance, ils n'ont pas souhaité travailler, ou ils n'étaient pas en capacité de travailler. On constate néanmoins aux États-Unis que depuis quelques mois, il y a un retour sur le marché du travail. Donc ces personnes-là ont terminé de vivre sur leurs économies ou ont retrouvé un équilibre professionnel et reviennent sur le marché du travail. Donc la grande démission américaine, certes c'est un facteur réel, mais il faut le relativiser. Sur la France, pareil, on en a beaucoup parlé, on trouve évidemment des exemples, la presse, la télévision évoque certains qui quittent tout.
Il y a une augmentation des démissions en France, mais il y a un phénomène de rattrapage par rapport à la période de la crise sanitaire. Mais il n'y a pas une envolée massive. Il y a des ruptures conventionnelles en légère hausse, mais pareil, il n'y a pas un emballement. Quand on pose des questions, quand il y a eu des études d'opinion qui ont été faites, là pareil, oui, il y a un rêve de faire sa vie ailleurs, de partir des grandes agglomérations, de s'installer au bord de la mer, oui, puis certains le font, mais ça reste relativement marginal. En plus, c'est assez, on va dire, centré sur une partie de la population, essentiellement des cadres supérieurs, soit en fin de carrière, soit en début de carrière, les deux, c'est vrai. Après, sur une grande masse des salariés, il y a évidemment le rêve, mais la réalité, les contraintes font que c'est beaucoup plus limité qu'on peut le dire par ailleurs. Mais il y a quand même, c'est vrai, un souhait de changement de vie pour un certain nombre de personnes. Alors, problème du recrutement, je l'ai dit, est général. Donc, hôtellerie, restauration, c'est à peu près 200 000 emplois qui manqueraient. C'est le cas du bâtiment également, où je l'ai dit, entre 63 et 80% selon les études des chefs d'entreprise auraient des problèmes de recrutement. C'est le cas dans la santé, le cas des services à la personne. Donc il y a énormément aujourd'hui de secteurs sous tension avec deux problèmes. C'est un, recruter, deux, c'est fidéliser. C'est maintenir évidemment le personnel au sein de l'entreprise. De plus en plus de secteurs, comme l'hébergement et la restauration, doivent faire face à un turnover important d'abandon parce que l'emploi est pénible, les conditions de travail sont exigeantes ou la rémunération n'est pas satisfaisante. Donc, c'est également le fait qu'on est dans des structures d'emploi qui sont différentes par rapport à ce qu'on a connu justement il y a 20, 30 ou 40 ans. C'est que le modèle, je fais ma carrière dans une entreprise pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, c'est une vision un peu dépassée. C'est lié également à la nature des emplois qui sont proposés. On est dans un système polarisé avec des emplois dans les services, très fragmentés, avec des petites structures, offrant de la formation, mais moins que dans le secteur de l'industrie, avec des emplois qui sont des emplois à faible valeur ajoutée, à faible rémunération, qui sont souvent avec des turnovers importants, la logistique, le commerce. Et d'autre part, il y a moins d'industrie. Il faut savoir que l'industrie, c'était 40% de la population active en 1973. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Alors certes, une partie de l'industrie a été externalisée. Donc, on ne peut pas dire que le 9% équivaut aux 40% d'il y a 50 ans, dans le sens où les activités de recherche peuvent être externalisées, la comptabilité, la communication, etc. Malgré tout, on a quand même une attrition du secteur industriel en France, qu'on voit à travers notre balance commerciale déficitaire. Et donc, on a beaucoup d'emplois de services qui se sont développés, moins d'industrie. Et donc, c'est vrai que la notion de fidélisation que l'industrie avait au cœur de son activité est moindre aujourd'hui, ce qui explique également donc des turnovers beaucoup plus importants que dans le passé. Donc, sur les difficultés de recrutement, là, c'est une étude de la DARES de 2022. Quels sont les problèmes évoqués essentiellement pour trouver du personnel en France aujourd'hui? Un, c'est on ne trouve pas de main-d'œuvre parce qu'il n'y a pas de personnes formées disponibles. C'est quasiment général à tous les secteurs. C'est à peu près, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Ce critère, c'est je ne trouve pas quelqu'un qui correspond en fait à ce que j'attends. Et donc on voit que dans les secteurs, c'est largement majoritaire. Après, c'est je ne trouve personne parce que le métier est trop dur et qu'on refuse de travailler chez moi parce que c'est un métier difficile avec des conditions de travail peu acceptables aujourd'hui. Et donc on voit que évidemment le secteur santé, social, donc là c'est tout le secteur hospitalier, c'est un critère important, avec également pour ce secteur, comme pour certains d'autres, la rémunération jugée peu attractive qui peut constituer un frein à l'embauche dans un grand nombre de secteurs. On voit que, en fonction de la taille de l'entreprise,
les facteurs peuvent légèrement évoluer, mais c'est pas forcément, on va dire, discriminant. Donc, on voit que dans ce schéma, on voit que les petites entreprises auraient moins de difficultés à trouver des salariés que les grandes. Là, il faut faire attention, c'est parce que au niveau du recensement, il peut y avoir une moindre remontée des statistiques. Si on regarde les motifs d'infidélité, un salarié, on lui pose la question pourquoi vous voulez quitter votre entreprise? Arrivent donc en tête les conditions de travail. En 2, les salaires peu attractifs. Et 3, pénurie de manœuvre, c'est que je vais trouver quelque chose de mieux et donc ailleurs. Et donc je vais répondre à ce besoin. Sur la fidélisation, on voit que les contraintes physiques, les risques psychosociaux, donc, sont des facteurs aujourd'hui importants mis en avant pour quitter une entreprise. De même, le travail de nuit, les horaires imprévisibles, donc, sont les critères qui expliquent l'abandon d'une entreprise par ses salariés. Après, donc ça, c'est pour expliquer ceux qui souhaitent partir et les entreprises qui ont des difficultés à recruter. Après, si on regarde, quels sont les secteurs qui vont avoir des besoins de main-d'œuvre dans les prochaines années? Ce qu'on constate, c'est évidemment que les secteurs comme les ingénieurs de l'informatique, le secteur santé, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants vont avoir des besoins en effectifs extrêmement élevés, des croissances de 26-18% d'ici 2030. Donc des besoins importants, et donc quand on voit, là c'est des besoins nets, sans prendre en compte justement les départs à la retraite. C'est lié évidemment à l'informatisation de la société, c'est lié au vieillissement de la population. On a besoin d'infirmiers, d'aides-soignants. Et donc, il faut à la fois remplacer ceux qui vont partir à la retraite et créer les emplois, plus 26%, plus 18%. Donc, on voit les problèmes qu'il va avoir pour ce type de secteur. On voit qu'il y a également de forts besoins sur les cadres commerciaux et technico-commerciaux et l'aide à domicile, ce qui est tout à fait logique. Et donc là, si on prend en compte justement les départs à la retraite et les besoins en création d'emplois, on voit que tout ce qui est lié aux services domestiques, services à la personne, secteur de la santé, vont être sous tension extrêmement importante les prochaines années. Les secteurs, en fait, où il va y avoir des tensions fortes, c'est santé, c'est également bâtiment, parce que la transition énergétique va exiger un effort important de mise à niveau du bâtiment, et on voit aujourd'hui les difficultés qu'on peut avoir pour trouver des artisans, et donc ça va évidemment se poursuivre. On estime qu'il y aura un besoin de 200 000 emplois nets supplémentaires dans le bâtiment dans les prochaines années. Il y aura besoin, dans tout ce qui est services de santé, aide à la personne, de plus de 600 000 emplois nets à créer dans les prochaines années. Les seuls secteurs qui vont connaître une réduction d'effectifs, c'est le commerce, avec le développement du e-commerce, et c'est le secteur financier, banque-assurance, qui donc a connu une très forte croissance dans les années 90-2000 et qui, du fait de la robotisation, de l'automatisation, de la numérisation, va connaître une baisse de population. L'autre domaine, l'autre secteur, c'est peut-être l'administration publique qui est arrivée également à un maximum et il y aura une baisse du fait du développement des activités digitales. Alors, on voit que les liens avec la protection sociale sont extrêmement importants. Premièrement, il y a la question de la retraite. La retraite va être au cœur des débats, parce que vous avez vu les équilibres démographiques avec David ou avec moi, et donc pour assurer un niveau de pension, un niveau de revenu, or c'est un sujet d'inquiétude majeur pour les Français, il va falloir proposer des solutions. Et ça va être quelque chose de différenciant pour les secteurs d'activité, pour les branches professionnelles ou pour les entreprises, de dire à leurs salariés, j'ai la possibilité d'améliorer ou pas le niveau des retraites obligatoires. Il y a également tout ce qui est l'emploi des seniors, car on voit bien que un des enjeux, c'est d'avoir un taux d'emploi des seniors élevé, mais il faut adapter la prévoyance, la santé, voire les conditions de travail pour maintenir les seniors au travail, dans des conditions correctes. Il y a également la prise en compte des besoins de la population, au niveau logement, au niveau des déplacements, au niveau de la conciliation vie personnelle, vie familiale et le travail. On a vu avec le Covid, le maintien des enfants, l'école à domicile, les problèmes que ça a pu poser. Le télétravail également est un problème en matière de protection sociale, de prévoyance. Un accident à la maison devient bientôt un accident de travail, enfin est un accident de travail si on est en télétravail. Donc il y a énormément d'évolutions
liées au changement de comportement, au changement démographique, et pour continuer à avoir une attractivité en matière d'emploi, surtout que la compétition qui s'ouvre va être extrêmement importante. Et on voit dans cette dernière slide qu'à la fois il y a une très forte demande d'égalité en France, d'égalité, on va dire, de prise en compte des situations quasiment individuelles, en disant on est chacun évidemment différent et on a besoin d'un traitement personnalisé. Et puis on voit bien que si le travail n'est plus aujourd'hui l'axe central, ça c'est une étude du CREDOC, voilà, la famille, les enfants, le cadre de vie, le logement, le temps libre, les amis, les connaissances sont des points aujourd'hui importants dans l'organisation de la vie. Néanmoins, le point positif, c'est que le travail, la valeur travail augmente légèrement malgré la crise sanitaire, ou peut-être à cause de la crise sanitaire, on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'important. Donc, mais il va falloir concilier, évidemment, tous ces aspects de la vie pour maintenir une attractivité en la matière. Donc voilà ce que je pouvais dire ce matin, et en conclusion, voilà, une citation de Jacques Attali, dans un univers d'extrême précarité, donc deux métiers sont importants, essentiels, la distraction et la gestion du risque. Je ne suis pas sûr qu'en matière de distraction, j'étais à la hauteur ce matin, hormis les Rolling Stones. Pour la gestion du risque, il y a des spécialistes dans la salle, donc je vais leur laisser la parole. Merci.